C'était dans les localités de Nyono, Molodo, avec des tirs d'obus, Sandaré, Kaye, Diboli, Nyoro du Sahel et Gogi. Ces attaques simultanées et coordonnées ont eu le soutien de sponsors étatiques dont la présence a été surtout avérée courant les affrontements de ce jour. La détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité ont permis de circonscrire les velléités terroristes visant à s'aimer la panique, la peur et le désarroi. L'ennemi a subi d'importantes pertes partout où il s'est attaqué aux positions Fama. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 terroristes neutralisés, un véritable arsenal de guerre est récupéré, dont des armes lourdes sur véhicules, des PKM, des PM, des munitions de tout genre, des radios talkie, plusieurs motos et des véhicules. Les forces de défense et de sécurité sont déterminées à protéger les personnes et leurs biens conformément à leur mission régalienne. Elle remercie la population pour son soutien indéfectible et sa détermination à accompagner les FAMA dans cette lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées rassure que les forces armées maliennes ne ménageront aucun effort pour le retour de la paix et de la quiétude auprès de la population malienne résiliente et combative. Et je vous propose d'écouter le directeur de la DIRPA, le colonel-major Suleiman Dambélé. Il revient pour nous avec plus de détails sur ces attaques lâches. Chers compatriotes, tôt ce matin du mardi 1er juillet 2025, les forces du mal se sont une fois de plus attaquées d'abord à la population, puis à certaines positions des forces de défense et de sécurité. Nous étions face à des attaques simultanées et coordonnées avec le soutien des sponsors, ce qui a été surtout avéré courant les attaques d'aujourd'hui. Les localités attaquées sont Nyono, Molodo avec des tirs d'obus, Sandaré, Kaye, Diboli, Nyoro du Sahel et Gogi, soit au total 7 localités attaquées par les groupes armés terroristes. La détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité ont permis de circonscrire les velléités terroristes visant à semer la panique, la peur et le désarroi. L'ennemi a subi d'importantes pertes partout où ils se sont attaqués aux positions FAMA. Pour l'instant, le bilan provisoire fait état de plus de 80 terroristes neutralisés, un véritable arsenal de guerre récupéré, dont des armes lourdes sur véhicules, des PKM, des PM, des munitions de tout genre, des radios talkie, plusieurs motos et des véhicules. Les forces de défense et de sécurité sont déterminées à protéger les personnes et leurs biens, conformément à leur mission régalienne. Nous remercions la population pour son soutien indéfectible et sa détermination à accompagner les FAMA dans cette lutte contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité sont vos frères, vos fils, vos époux. Aidez-nous alors à vous sécuriser, car c'est notre mission, même si cela se fera au prix de notre sang. Unis, nous vaincrons. Des attaques lâches et barbares d'individus mal intentionnés ont été enregistrées. Donc aujourd'hui, l'état-major général des armées vient d'appeler au calme et rassure que la situation est sous contrôle. Moussa Diakité revient sur les faits à Nyoro du Sahel. C'est mardi 1er juillet dans les environs de 5 h du matin. Les populations de la ville de Nyoro et environ ont été réveillées par des coups de feu. Des djihadistes lourdement armés ont lancé des attaques surprises sur certains points stratégiques de la ville. Ils ont utilisé des drones kamikazes, des lance-roquettes, des bombes de fabrication artisanale et des armes de toutes sortes. Ils ont trouvé devant eux des hommes aguerris, professionnels et rodés au maniement des armes. Après 4 heures d'échange de tirs, les assaillants ont subi une énorme perte. Une trentaine de djihadistes abattus, 4 véhicules pick-up, une trentaine de motos, des drones, des armes de toutes sortes et une quantité importante de munitions récupérées. Vers 11 heures, le calme est revenu, les populations vaguent librement à leurs occupations et les ratissages continuent.
À Kay également, le réveil avait un goût amer pour les populations, réveillées en sursaut ce mardi matin sous les coups de tir des ennemis de la paix. Mais c'est sans compter sur la vigilance de nos forces armées maliennes. Nos femmes ont répondu avec une puissance de feu inégalable. Écoutons les explications du commandant de la zone de défense numéro 4, colonel Boubou Bokoum. C'est au micro de Kansoutou Kanouti. Il s'agit ce matin d'une attaque terroriste simultanée contre les forces de défense et de sécurité de Sandaré, de Nioro et puis après de Kay. L'attaque a débuté à partir de 05h45 contre les forces de défense de d'abord Sandaré et Nioro et puis après de Kay. Alors grâce à la réactivité, à l'engagement, à la détermination et à la combativité de toutes les forces de défense et de sécurité dans ces trois localités, l'ennemi a été neutralisé avec succès. Le moral de la troupe est au beau fixe. Rien qu'à voir ceux qui sont autour de moi, le moral de la troupe est au beau fixe. Cela va continuer, Inch'Allah. J'en appelle à l'engagement et à la détermination de tous, y compris la population, de faire en sorte d'aller vers un peu plus de détermination pour éradiquer ces fléaux qu'est le terrorisme partout où elle se manifeste. C'est le lieu de féliciter ici la population de ces trois localités pour le soutien qu'elle a apporté aux forces de défense et de sécurité. Voilà les efforts des femmes payés en retour car les populations du Mali, particulièrement de la cité des Rails, se sont mobilisées comme un seul homme pour soutenir nos femmes. Retrouvons Kansoutou Kanouti. Tôt, ce mardi, vers 5h du matin, des groupes armés non identifiés pour l'instant se sont attaqués à des symboles administratifs. Il s'agit du commissariat du 2e arrondissement de Kaindi, du groupement mobile de sécurité GMS et de la résidence du gouverneur de la région de Kay. La promptitude et la détermination de nos femmes ont permis de repousser les assaillants. Plusieurs sont tombés, d'autres ont pris la tangente. Les populations de la cité des Rails à travers la jeunesse se sont mobilisées spontanément pour apporter leur soutien à nos braves femmes. Les jeunes ont pris d'assaut certains points stratégiques de la ville et prêts à dénoncer tout individu suspect. Vraiment, je remercie beaucoup les autorités kaysiennes. Ils se sont beaucoup donnés. Depuis 5 heures jusqu'à présent, ils sont en train de faire le ratissage. Nous, en tant que population, nous avons décidé de rester à côté d'eux pour les accompagner à travers les informations qui peuvent faciliter leur travail. Vraiment, nous demandons à nos autorités et à nos femmes de traquer ces bandits armés-là, ces touristes-là, juste à l'air derrière les retranchements. Au nom de la ville de Kay, vraiment, nous remercions nos autorités et nous nous soutiens. Cette situation ne concerne pas seulement les militaires, ça nous concerne tous. Tant qu'on est appelé malien, on est appelé à se défendre et le peu qu'on peut se défendre, c'est faire la dénonciation. Donc si on ne fait pas ça, donc c'est comme si on collabore avec les terroristes. Depuis 5 heures du matin, nous entendons des coups de feu. C'est du jamais vu à Kay. Il faut que nous soutenions nos autorités en dénonçant les suspects. Personne ne sait où cela va nous conduire. Que Dieu nous protège. Par rapport à l'attaque de ce matin, les forces armées sont à féliciter. Franchement, ils sont à féliciter. Actuellement, là où nous sommes, la situation est sous contrôle. Ils ont pris beaucoup de djihadistes. Mais la population aussi est à féliciter. Mais plus particulièrement, je veux que la sentinelle qui se trouvait devant la résidence du gouverneur doit être récompensée. Parce que c'est cette sentinelle-là qui a empêché beaucoup de choses. Je suis sur pied depuis 6h20, moi je suis sur pied. Jusqu'à présent, je suis sur pied. Je ne peux rien faire, je suis un vieux, mais quand même, moralement, quand même, je peux soutenir les jeunes. Nos vaillants soldats continuent leur ratissage à travers la ville de Kay en fouillant les coins et recoins afin de dénicher les ennemis de la nation jusque dans leur dernier retranchement. Suivant à présent le récit des frappes des FAMA dans la localité de Tessit, frappes qui ont permis de neutraliser avec précision des terroristes. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako.
Dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les forces armées maliennes ont détruit avec succès un véhicule logistique et 8 terroristes dissimulés sous des arbres à 65 km au nord de Tessit, région de Kidal. La cible terroriste a fait l'objet d'un long suivi jusqu'à la confirmation des renseignements. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des terroristes continueront sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes nos Fama, nous sommes derrière vous, dignes fils du Mali, ou encore le Mali ne va jamais sombrer. Force à vous, nos soldats. Ce sont là des messages de soutien que l'on retrouve sur les réseaux sociaux depuis ces attaques barbares dans certaines factions de l'armée. Depuis la publication du communiqué de l'état-major général des armées, nombreux sont les citoyens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays à saluer la bravoure des Fama face aux groupes armés terroristes. Des images de la riposte militaire ont largement circulé sur les plateformes numériques. Seydou Traoré revient sur quelques-unes de ces publications où la population encourage encore une fois les femmes. Dès 9h du matin, le flash info de l'état-major général des armées annonçait des attaques coordonnées. Rapidement, les plateformes numériques ont été inondées de messages de soutien et d'encouragement à l'outil de défense nationale. Accompagnés de photos et de vidéos, les citoyens ont exprimé leur solidarité envers les forces armées maliennes. Sur son compte, Ousmane Diallo rappelle que la défense de la patrie est un devoir de tous les citoyens honnêtes. Pour Mamadou Tienta, ce n'est plus une armée de parade, mais une armée aguerrie au combat, bien préparée et apte à relever les défis. Exprimant sa fierté envers l'armée malienne, Youssouf Guindo déclare « Le Mali sera le tombeau des terroristes. Nos femmes ont fait un véritable festin », se réjouit Soudanais le visionnaire. Les médias en ligne ne sont pas aussi restés en marge. Le site Mali 24, s'appuyant sur le communiqué officiel de l'armée, précise les cibles des attaques de ce mardi dans la ville de Kaï et souligne le professionnalisme et la puissance de feu des FAMA n'ont laissé aucune chance aux terroristes ce mardi 1er juillet 2025. Aux premières heures des attaques, le quotidien national L'Essor a relayé l'annonce de l'état-major rappelant les positions des FAMA attaquées tout en rassurant les populations quant aux mesures en cours. Dans l'espace AIS, le site info du Niger 24/24 met en avant le professionnalisme de l'armée. Sur sa plateforme, on pouvait lire « Les FAMA ont profondément impressionné les populations, forgeant ainsi leur admiration ». Tandis qu'au Burkina Faso, le média Burkina 24 a relayé le bilan communiqué par l'état-major général des armées du Mali dans une édition spéciale. Suite des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne, le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, livre le message de la Confédération à la communauté internationale. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso plaident en faveur du multilatéralisme tout en prenant en compte les intérêts des populations des 3 pays. Mamari Kone, Aliou Touré. Le Premier ministre chef du gouvernement et représentant du président de la transition porte la voix de la Confédération des États du Sahel, AES, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. La participation des 3 pays traduit leur engagement commun à défendre les intérêts des populations de l'AES. L'enjeu pour nous d'être là, c'est d'abord de participer à la décision. Faire en sorte qu'on ne discute plus du Sahel sans les Sahéliens, loin du Sahel. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi de faire porter les préoccupations du Sahel. La question sécuritaire est souvent oubliée dans l'analyse de la situation de développement. Les pays sahéliens subissent le poids de l'insécurité qui impacte leur capacité à implémenter les politiques de développement public. Et nous sommes là pour rappeler la responsabilité que certains acteurs ont s'agissant de la question sécuritaire. C'est à travers la coopération internationale que nos pays comptent avoir les outils
pour justement mettre en valeur ces ressources naturelles. Par là aussi, on a fait de la prospection. L'autre axe, c'est les sciences et technologies. Elles sont indispensables aussi pour l'exploitation de ces ressources. L'un dans l'autre, il y a la soutenabilité de la dette, il y a le choc de financement, les droits de tirage spéciaux. Il s'agit des thèmes qui sont là, qui sont connus de tous les pays, mais dont il faut maintenant savoir tirer profit. Nous venons à cette session en partageant notre approche, notre expérience, que nous ne sommes pas là les mains tendues, mais nous sommes à la recherche de collaboration, de partenariat, et que l'effort essentiel viendra d'abord de nos pays et que les autres doivent articuler leur soutien dans le respect de nos priorités et en prenant en compte la souveraineté de nos pays. C'est vraiment le message important que l'AES et ses dirigeants ont tenu à faire porter. Nous nous réjouissons vraiment de la démarche collégiale que nous avons et surtout du message uniforme qui a été délivré au monde par rapport à ce que vit notre région. À Séville, c'est le Premier ministre chef de la délégation malienne qui s'est adressé à la communauté internationale au nom de la Confédération de l'AES. Dans son intervention, il a rappelé l'engagement des pays du Sahel envers les populations. Pour lui, il s'agit de faire de la Confédération de l'AES une puissance régionale panafricaniste et d'améliorer les conditions de vie des populations en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Sécurité, diplomatie et développement sont les trois piliers de la Confédération. Une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Je voudrais, au nom de la Confédération AES, insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. À Séville, le Premier ministre a reçu en audience le vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed. Le maintien du dialogue politique de haut niveau et le suivi de la dernière visite du vice-secrétaire général de l'ONU au Mali ont été évoqués lors des entretiens. Bamako abrite le premier sommet des adolescents et jeunes de l'Alliance des États du Sahel. Durant 3 jours, les participants des 3 pays vont échanger autour des conclusions du forum de Niamey et faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre des actions visant à favoriser leur plein épanouissement. Cette rencontre s'inscrit dans la vision stratégique des chefs d'État de l'AES qui place la jeunesse au centre des priorités de l'espace. Le point de l'ouverture du sommet, c'est avec Aridou Matina. L'Alliance des États du Sahel, dans toute sa composante, poursuit sa dynamique et ne cesse de sonner la mobilisation à tous les niveaux pour l'émergence et le bien-être du peuple de l'AES. La jeunesse, un des maillons essentiels de l'espace confédéral, est également debout sur le rempart pour jouer le rôle qui lui est dévolu, d'où ce premier sommet des adolescents et jeunes de l'AES à Bamako. Au nom de toute la jeunesse de l'AES, je tiens à rendre un hommage solennel
et appuyé à nos 3 leaders qui incarnent aujourd'hui la volonté de poursuivre la décolonisation des mentalités. Ensemble, donnons vie à cette jeunesse confédérale forte, consciente et actrice de sa destinée. Nous avons entre nos mains une richesse inestimable. Je veux dire ici la jeunesse de la population. Elle constitue une force démographique et une opportunité stratégique pour bâtir un développement durable, souverain et inclusif. Au cours de cette rencontre, vous serez invités à réfléchir ensemble, à formuler des propositions, à identifier vos priorités et à partager vos expériences conformément à la volonté de nos plus hautes autorités. Ce présent sommet de 3 jours est un prolongement du forum de la jeunesse de l'AES tenu à Niamey au Niger les 27 et 28 juin dernier. La rencontre de Bamako des adolescents et jeunes de l'espace va ainsi permettre de proposer des mécanismes de matérialisation des actions majeures retenues à Niamey. Au tout premier sommet des adolescents et des jeunes de l'Alliance des États du Sahel. Un sommet qui, pour la toute première fois, s'enrichit de la présence fraternelle du Tchad et du Togo. 3 objectifs structurent le sommet. Prioriser, hiérarchiser les recommandations, fixer les indicateurs et le calendrier. 2. Définissez et structurer les fonds, les initiatives et la transformation des jeunes du Sahel et de leurs partenaires. Nous devons enraciner notre génération en génération de solutions qui dépassent les frontières. Toutes ces activités font suite au forum tenu à Niamey, forum de la jeunesse de l'AES, qui se prolonge aujourd'hui par le sommet élargi aux adolescents. Alors pourquoi prendre en compte cette frange? C'est tout simplement parce que la frange des adolescents est le maillon connecté à celui des jeunes. Alors donc pour mieux impacter, il est important de ratisser large. Nous nous retrouvons ici pour ouvrir désormais ce sommet qui doit accentuer sur les préoccupations des jeunes. Comme vous le savez, avec les orientations, les instructions de nos 3 chefs d'État, désormais la jeunesse n'est plus sur la table. Elle doit être autour de la table. C'est-à-dire les préoccupations des jeunes ne doivent plus être discutées en l'absence des jeunes, mais avec les jeunes, autour des jeunes, avec les recommandations, avec bien sûr les préoccupations qui sont les leurs. 3 jours de rencontre donc à Bamako. Kigali au Rwanda abrite depuis ce lundi le sommet de l'innovation de l'énergie nucléaire. Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zein prend part à ce rendez-vous international. Opportunité pour lui de présenter les potentialités numériques des pays de la Confédération AES. Abari Amiti Ousmani Sani. Le sommet sur l'innovation de l'énergie nucléaire pour l'Afrique NESA 2025 a été ouvert ce matin à Kigali sous la présidence du Premier ministre rwandais. Un sommet qui regroupe des sommités, des décideurs, des investisseurs, des industriels, des experts et autres éminences pour réfléchir, échanger et développer sur la question de l'énergie nucléaire sur le continent. D'où l'importance de travailler ensemble, de développer le partenariat et la collaboration entre Africains d'abord et avec les autres du monde pour faire du nucléaire une source sûre, fiable et sécurisée de l'énergie. L'accès à l'énergie fiable est aujourd'hui un défi majeur pour le développement de nos nations. Le Niger entend donc y apporter une contribution singulière et décisive. Producteur d'uranium depuis plus de 50 ans, il maîtrise l'ensemble de la chaîne, que ce soit au niveau de l'extraction, du traitement et de l'exportation. Notre ambition, c'est même d'opérer de la transformation localement. Nous avons toute l'expertise pour cela. Le Rwanda est aujourd'hui un pôle d'excellence en matière de formation sur le nucléaire. Un pays qui s'engage à faire du nucléaire une des sources d'énergie, selon le Premier ministre Edouard Nguerente. Dans le contexte africain, l'énergie nucléaire a le potentiel d'accélérer le progrès, de renforcer les services essentiels et de promouvoir un développement inclusif dans toutes les communautés pendant cette transition énergétique. L'Afrique doit mener cette transition ensemble grâce à des partenariats régionaux,
à l'innovation et à la coopération mondiale et nous pouvons transformer des défis énergétiques d'aujourd'hui en opportunités pour demain. Invité d'honneur, le Niger, pays qui dispose d'énormes potentialités minières de l'uranium, est désormais un acteur important. Quand on organise un sommet pour l'Afrique sur l'énergie nucléaire et surtout pour les petits réacteurs modulaires, que nous trouvons mieux adaptés aux conditions de développement de nos infrastructures, de notre réseau électrique, je pense qu'il est évident qu'un pays comme le Niger prenne ses responsabilités pour venir au devant de la scène et faire en fait, tout ce qui peut être pour le déploiement de l'énergie nucléaire. Et en tant que producteur d'uranium, c'est tout à fait naturel. 2 panels ont suivi cette cérémonie officielle. Le panel ministériel sur contextualiser les besoins énergétiques de l'Afrique et garantir l'engagement politique, et ces échanges sur le progrès dans les types de combustibles, la sécurité et l'innovation en matière de gestion des déchets. 2 panels animés par des membres du gouvernement et des experts venus de par le monde et tenus en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zain, et du commissaire-colonel Abarchi Ousmane, ministre des Mines. Voyons cette cérémonie de remise. Elle est à l'actif du Conseil burkinabé des chargeurs, compte rendu de Zi Dilaré Hien et Pinidji Nyanou. Des fabricants de pavés d'un jour sur le site de l'initiative de Faso Mebo. Ce sont les membres du conseil d'administration du Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Engagés pour la construction du pays, il offre 100 tonnes de ciment comme contribution. L'initiative a été prise suivant donc l'engagement et l'appel qui a été fait par les autorités. Et au niveau donc du Conseil burkinabé des chargeurs, cela s'est manifesté comment? Cela s'est manifesté donc par l'introduction de la direction d'une requête suivant donc le plan de responsabilité sociétale des entreprises qui a été validé au niveau donc du conseil d'administration. C'est ce qui nous a permis donc d'arriver ici ce matin. Après eux, c'est le tour de l'artiste Floby. Il fait parler son cœur en offrant 10 tonnes de ciment. C'est une date mémorable pour Floby. C'est une date qui est gravée et je suis sûr les fans de Floby savent ce qui veut dire le 30 juin. Donc aujourd'hui c'est nécessaire que moi aussi je rende la monnaie de la pièce que le Burkina Faso m'a donnée. Aujourd'hui, Faso Mebo c'est la fête de tous. C'est pas seulement pour une personne mais pour tous. Donc nous sommes venus avec la Floban faire un don. Ayane Bassolé et sa camarade offrent 2 tonnes de ciment. Un geste rendu possible grâce à une part de leur argent de poche. Aujourd'hui, nous avons apporté 2 tonnes de ciment à Faso Mebo. Et nous sommes aussi venus aider à travailler. Nous avons cotisé dans notre argent de poche et puis les parents ont complété. Le développement du pays engage tous les fils et filles de la nation. Les donateurs appellent l'ensemble des Burkinabés à un sursaut patriotique pour accompagner la vision du gouvernement dans le développement économique et social du Burkina Faso. Les acteurs en charge de la gestion des questions de la population, de l'habitat et de l'urbanisme des pays de l'AES sont réunis à Bamako. Ils devront procéder à la validation du plan d'action stratégique territorial pour la zone du Liptako-Gourma. Sorana Kamisoko. C'est un document majeur passé à la loupe par les acteurs en charge des questions de la population, de l'urbanisme et de l'habitat des pays de l'AES. Il s'agit du rapport d'étude sur le plan d'action stratégique territorial pour la zone de Liptako-Gourma, PAEST-LG. La finalité de l'exercice est de valider ce rapport avant son opérationnalisation. Nous travaillons donc à consolider donc cet espace-là et pour avoir donc un plan stratégique territorial pour la zone donc du Liptako-Gourma. C'est important pour l'ensemble donc de nos pays et pour consolider en tout cas je dirais les actions et surtout les questions de développement donc dans la sous-région, particulièrement dans cette région et renforcer donc je dirais les collaborations donc des communautés au sein donc de cet espace. C'est vraiment très important ce plan et qui fera donc le point
de diagnostic et également arrêter donc un certain nombre d'investissements prioritaires. L'opérationnalisation du document doit permettre de relever les défis tels que l'impact croissant des changements climatiques, l'instabilité politique et l'urbanisation rapide et non planifiée. Ce plan est un véritable appel à l'action. Il reflète une ambition partagée, tracer les trajectoires de résilience urbaine et de développement territorial pour faire de l'Itako-Gourma une région plus sûre, plus équitable et plus durable. Au-delà des projets et investissements à prioriser, il s'agit de bâtir une dynamique de transformation humaine portée par une volonté collective. Au nom des plus hautes autorités du pays, à mon nom propre, de présenter à l'ONU Habitat et ses partenaires notre sincère gratitude pour l'appui constant à nos pays dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement urbain. Après sa validation, le rapport d'étude sur le plan d'action stratégique territorial pour la zone du Liptako-Gourma sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Pour la réussite de cette phase, le ministère de tutelle sera un acteur de premier plan. Célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Contribution de la culture pour l'atteinte des objectifs scientifiques ou technologiques choisis comme thème 2025. Ici au Mali, une rencontre a été initiée par le Centre national de la recherche scientifique et technologique avec la participation des sommités scientifiques mondiales. Bokari Koulibaly. Instituée en 1987 par l'OIA, la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique est célébrée chaque 30 juin. Depuis 35 ans, la communauté scientifique malienne se vertue à donner à cette journée toutes ses lettres de noblesse, à travers des colloques, des causeries débats, la présentation des résultats des travaux de recherche entre autres. Les chercheurs échangent et partagent les expériences pour faire face aux défis de l'heure. L'objectif de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, c'est de montrer un peu les savoir-faire des scientifiques au cours de cette journée, pour montrer toute l'importance de la recherche dans un pays. Un pays ne peut jamais se développer si ce pays ne prend pas à bras le corps la recherche scientifique. L'édition 2025 est consacrée à la contribution de la culture dans l'atteinte des objectifs scientifiques et technologiques. En clair, il s'agit pour les scientifiques de montrer la place de la culture dans les résultats de recherche. La crise que le Mali traverse provoque des conséquences incommensurables dans tous les secteurs de la vie. Tous les acteurs du développement doivent jouer pleinement leur rôle pour créer les meilleures conditions de vie pour les Maliens. Un des moyens de sortie des crises demeure incontestablement la recherche qui, à travers notre culture, propose des solutions à cette crise que nous traversons depuis plus d'une décennie. Pour magnifier cette rencontre, le Mali reçoit comme invité d'honneur le délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. La symbolique est forte. Nous pensons qu'à travers cette journée, nous pourrons donner un tant soit peu notre expérience personnelle concernant la structuration du CNRST Burkina Faso et qui pourrait inspirer également nos collègues du Mali et également recevoir du Mali ce que nous pouvons avoir comme contribution pour améliorer et compléter nos orientations. Il est attendu de ce cadre la présentation d'une 60aine de communications en sciences sociales, en médecine humaine et animale, en agronomie, en maths, physique, chimie et technique de l'ingénieur. Les membres du CNCR ANR ont eu une séance de travail avec le ministre de la Santé et du Développement social. Cet exercice entre dans le cadre du suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation. Cette rencontre a permis aux différentes parties d'apprécier les efforts du gouvernement en matière d'accès aux services de santé. Ce cadre se veut donc permanent pour la refondation du système de santé au Mali. Le reportage de Awa Dikma Kamara.
À retrouver probablement au cours de ce journal le reportage de Awa Ditma Kamara de cette rencontre des membres du sincère ANR avec le ministre de la Santé et du Développement social. Nous poursuivons donc ce journal. Bientôt une stratégie nationale de cybersécurité au Mali. Elle sera assurée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information dont la création ne saurait tarder. Le projet de document est sur la table d'un atelier de 3 jours à Banankoro. Les participants devront ouvrir une fois de plus la réflexion sur la gestion de cette stratégie. Tchamarokunati. Le Mali vers un cyberespace plus sécurisé au bénéfice des utilisateurs à bon escient. Cela s'appelle la stratégie nationale de cybersécurité, un garde-fou donc à toutes les cyberattaques, dont le processus d'élaboration est conduit par le département en charge de la communication. Au cours de cet atelier de 3 jours, il s'agit pour les parties d'échanger sur le projet de document en vue de sa validation. Ce document sera le plan d'action pour sécuriser le cyberespace malien. Le numérique devient incontournable aujourd'hui, surtout avec la digitalisation des moyens de paiement, la digitalisation des services en vue. Il faut sécuriser le cyberespace pour qu'on puisse avoir confiance aux services digitaux. Le document en question devra inclure ce qu'il est convenu d'appeler l'ancrage institutionnel de l'organe de mise en œuvre de cette politique. L'ANC, entendez là, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Un plus dans le renouveau de l'action publique marqué par la digitalisation graduelle de l'administration. La stratégie vise à renforcer la législation, le cadre institutionnel, les compétences et les infrastructures afin de doter le Mali d'une vision claire pour l'instauration d'un cyberespace de confiance, sécurisé, résilient et favorable au développement économique et social de notre pays. Son objectif général est de garantir un cyberespace sûr qui contribue d'une manière efficace aux objectifs de transformation numérique du Mali déclinés dans le document de politique de développement de l'économie numérique. Il s'agit là d'une stratégie nationale sur 5 ans et c'est à partir de 2025. Le projet de document, une fois validé à l'issue de cet atelier, sera soumis au Conseil des ministres. Pour ce qui concerne la tutelle de l'organisation, elle sera déterminée au moment opportun par les plus hautes autorités. Et ce rectificatif dans le reportage de Abdoulaye Sako sur la frappe des FAMA, une erreur nous a fait dire Tessit, il fallait plutôt entendre Tessalit dans la région de Kidal. Toutes nos excuses. Retrouvons à présent ce reportage de Awa Ditma Kamara sur la séance de travail des membres du sincère ANR avec le ministre de la Santé et du Développement social. S'il y a un domaine très sensible et qui fait l'objet d'attention particulière, c'est bien celui de la santé. Aujourd'hui, les populations veulent un système de santé qui réponde à leurs attentes. Ce message véhiculé au cours des Assises nationales de la refondation est pris à bras le corps par les autorités de la transition. Face aux membres du CNCR ANR, la ministre de la Santé et du Développement social se livre à une séance de questions-réponses sur les réformes entreprises et les défis au niveau du département. La démarche du CNCR ANR est d'évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des ANR. Vous avez parlé d'équipements. En général, quand il y a des équipements, il faut des agents qui comprennent l'utilisation de ces équipements. Quelle stratégie le département va utiliser pour que ces équipements puissent être utilisés par nos équipes au Mali ici? Par rapport aux questions relatives à la construction et d'équipements, nous avons bien entendu une liste standard des équipements pour ce qui concerne les CESCOM. Nous avons aussi une liste standard des équipements pour les niveaux CCRF, actuellement appelés hôpitaux de district. Parallèlement, nous avons aussi la carte hospitalière. Et cette carte hospitalière permet d'identifier les équipements par structure. Les premières dotations qu'on a eu à donner, on n'avait pas fait d'achat, mais on avait juste pris dans les magasins pour les distribuer dans différentes structures. Et par rapport à ce qui concerne les régions, chaque fois qu'on se déplace quelque part,
On essaye de tout faire pour amener quelque chose aux structures les plus déconcentrées, c'est-à-dire les CESCOM, même si déjà ils ont eu leur dotation, mais en partant, on demande toujours. Et là aussi, on tient à remercier les œuvres sociales du président de la transition parce qu'on travaille étroitement avec eux. Des échanges à bâton rompu qui auront permis de tremper la plume dans la plaie afin qu'elle puisse être cicatrisée. Et déjà, l'équipe du CNCRANR se félicite des résultats obtenus depuis l'application des recommandations. Il y a un énorme travail qui a été accompli par le département dans tous les secteurs. Et ce qu'on constate dans ce qu'ils ont communiqué, c'est par rapport au fait que toute la population doit être impliquée dans la propriété des centres de santé, des centres hospitaliers. Surtout les gens qui accompagnent des malades et aussi respecter les consignes qui sont données au niveau de ces différents centres. Nous sommes sortis très satisfaits. De telles missions nous apportent beaucoup de choses parce que ça nous permet de savoir ce qu'on a fait. Ça nous permet de savoir les erreurs et ce qu'on doit avancer, ce que le peuple malien attend de nous. Et la refondation passe aussi par là. Écouter, agir et rendre compte. Fini le Hajj 2025, on prépare déjà celui de 2026. C'est globalement l'appel fait aux agences de voyage par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes lors de sa rencontre avec les délégués du Hajj 2025. Les acteurs du privé ont 6 mois pour boucler toutes les formalités liées au Hajj 2026. On en sait plus avec monsieur le ministre, il s'exprime au micro de Suleiman Kinza Sidibé. La rencontre de ce matin avec l'ensemble des délégués de la filière Gorantan définit la clôture définitive des Hajj 2025. C'était juste pour remercier les délégués à travers le délégué général de la maison des Hajj pour l'ensemble du pèlerinage du Mali par rapport à tout ce qu'ils ont fourni comme effort grandissant pour les pèlerins maliens. Grâce au concours et la sagacité du directeur de la maison des Hajj cette année, toutes les agences privées ont pu effectuer le déplacement au Hajj après avoir épuisé les délais impartis. Donc cela note quand même une bonne chose par rapport à ce que fait le gouvernement. Le gouvernement est là pour l'ensemble des privés. Le gouvernement est là aussi pour la filière gourantane. Mais il y a des niveaux qui dépendent forcément des privés elles-mêmes. Le Hajj 2025 a été une réussite totale. La félicitation de l'Arabie Saoudite à l'endroit de notre délégué général en est un témoignage par rapport à ce qui a été fait. Donc je ne fais que remercier le directeur général de la maison Hajj et l'ensemble des délégués pour avoir quand même fourni un effort inlassable pour le Hajj 2025. L'appel que nous avons à lancer en tant que gouvernement à l'ensemble des agences privées du Mali est de faire rapidement ce qu'il faut pour mettre les pèlerins dans leurs droits à travers le visa, à travers les transports aériens. On les invite tous à être dans les délais normaux pour ne pas aller encore au-delà de ce qui est demandé et pour ne pas mettre encore les gouvernements dans les pétrins. On en a fait l'an passé, on a fait cette année, mais l'année prochaine, il nous faut faire attention. Et l'ensemble de la population malienne doit comprendre aussi que pour les Hajj 2026, les inscriptions s'arrêtent au 31 décembre 2025. C'est-à-dire qu'on n'a que 6 mois pour finir toutes les inscriptions. Ne sois pas étonné, le Hajj a changé, le format a changé, la formule a changé, l'impact des Hajj a changé et les autorités saoudiennes ont changé. Donc il y a une nouvelle formule maintenant pour les Hajj. Chacun doit respecter de façon scrupuleuse ces délais pour les Hajj. Le message est compris, monsieur le ministre. Atelier de validation du document de l'avant-projet de cadre stratégique de la police de proximité au Mali et de son plan d'action 2025-2029 à l'intention des forces de sécurité, de la justice et de l'administration territoriale pour validation. Il s'agit pour ces acteurs de formuler des recommandations pour parvenir à un document consensuel, nous précise Boubacar Babletouri.
Les autorités de la transition, à travers le secrétariat à la réforme du secteur de la sécurité, dans un élan d'amélioration de la gouvernance du secteur. C'est bien ce qui motive l'élaboration d'un document du cadre stratégique de la police de proximité au Mali et son plan d'action pour les 5 années à venir. Un exercice qui a dans un premier temps abouti à l'élaboration d'un avant-projet du dit document. Pour donner au document un caractère inclusif, il est soumis aux structures opérationnelles des forces de sécurité, les acteurs de la justice et de l'administration territoriale pour validation. De façon spécifique, il s'agira de recueillir les observations, les recommandations et contributions des forces de défense et de sécurité, des acteurs de l'administration territoriale et de la décentralisation et ceux de la justice. Renforcer la compréhension partagée de la vision malienne des objectifs, principes et mécanismes de la police de proximité. Ce document, dont l'élaboration a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires du Mali comme le PNUD, une fois validé, va permettre de renforcer les capacités des institutions de défense, de sécurité et de justice, de promouvoir la bonne gouvernance, d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la gestion des questions de sécurité et de créer un climat de confiance et de stabilité. Le PNUD, à travers le PROSMED, est fier d'avoir accompagné votre structure depuis ses prémices à travers le renforcement des capacités de l'équipe technique sur plusieurs thématiques, dont la planification, les suivis, évaluation, la coordination et surtout la mise à la disposition des manuels de planification et suivi évaluation qui depuis a contribué à faciliter la planification opérationnelle et le suivi de la mise en œuvre du plan d'action 2022-2024 de la stratégie. Au regard de l'importance que révèle ce document, je vous invite à des débats francs pour qu'au sortir de cet atelier, nous puissions avoir une vision malienne consensuelle en matière de police de proximité, car la sécurité, comme on l'a dit, est l'affaire de tous. Cet atelier, qui va durer 10 jours, fait suite à celui initié à l'intention des organisations de la société civile les 26 et 27 juin dernier. 697 nouvelles recrues bouclent 6 mois de formation commune de base assistée au camp de formation de Yanfolila. La cérémonie de présentation au drapeau national en présence du commandant de région Abdul Karim Konaté, Djibril Barayogo, correspondance. 697 nouvelles recrues du contingent 2023 bouclent leur formation commune de base avec succès au camp de formation de la garde nationale de Yanfolila. Ces soldats ont prêté serment ce lundi devant le drapeau national. Ils ont appris toutes les notions fondamentales d'un militaire aguerri et sont aujourd'hui prêts à servir la patrie avec loyauté. À l'issue de cette formation, ces jeunes soldats ont acquis des savoir-faire techniques et tactiques indispensables pour répondre aux exigences assignées par le chef d'état-major général des armées. En effet, ils ont appris le métier des armes, ont renforcé leurs conditions physiques et morales. Ils ont également été pétris des valeurs héroïques de notre histoire militaire en passant par le droit humanitaire, la formation civique et citoyenne. C'est dans un contexte sécuritaire particulier que vous avez pris le noble engagement devant le drapeau national. Par conséquent, retenez que le plus difficile reste à venir. Jeunes soldats du contingent 2023, ce combat doit marquer votre esprit en tout temps, dès lors que vous avez acquis des connaissances techniques et tactiques de base à l'issue de cette formation. Au cours de cette cérémonie de sortie, les nouvelles recrues ont procédé à plusieurs exercices de démonstration, notamment le démontage et le montage du PM avec les yeux bandés, des prises en close combat, instructions sur le tir au combat, appui mutuel, entre autres. Ces jeunes que nous venons de voir à travers cette démonstration, cette formation, et nous avons compris que l'armée malienne va de l'avant. L'armée malienne est aujourd'hui à hauteur de Suez. La remise d'attestation aux 3 premiers de la promotion et le défilé militaire visant à célébrer les efforts de ces jeunes soldats et leurs encadreurs ont été d'autres temps de cette cérémonie de sortie. Je vous amène voir à présent cette journée porte ouverte à Baguineda. Elle est organisée par 8 Solutions, une entreprise qui œuvre dans le domaine des énergies renouvelables. Daouda Kouné pour plus de détails.
Way Solutions ouvre ses portes aux autorités administratives, politiques, coutumières et aux populations de Baguineda et environ. Une journée durant, les responsables se sont prêtés à l'exercice de présenter les services que propose cette entreprise malienne basée à Baguineda-Camp. Le premier produit, ça, c'est l'éclairage des maisons. Après, il y a l'éclairage TV plus l'éclairage maison. Après, nous avons aussi un kit pour des salons de coiffure. Nous avons aussi des kits pour des réfrigérations, des congélations. On a aussi des derniers kits, ça c'est pour l'irrigation, le pompage solaire. Pour les hôtes du jour, n'est pas seulement une journée de présentation, mais aussi une journée de déclaration de lumière, d'espoir et de souveraineté énergétique. À Baguineda aujourd'hui, nous proclamons que l'avenir n'est pas un privilège réservé aux capitales. Ici, au cœur des villages, nous affirmons que la République commence là où il fait nuit. C'est pour cela que Way Solutions a été fondée, et non pas pour servir le marché, mais pour servir un peuple. L'arrivée de Way Solutions est une aubaine pour les autorités de Baguineda et environ. Le lancement officiel a lieu à Baguineda-Camp, mais le projet concerne simultanément les 4 communes de l'arrondissement de Baguineda. Baguineda-Camp, Moutougla, Tchélé, Ngoroba. Soyons clairs, ce projet n'est ni un don, ni une solution miraculeuse. Il repose sur un engagement mutuel. Les ménages s'engagent, l'entreprise agit et l'État encadre. Un sketch de sensibilisation avec présentation des produits de Way Solutions joué par le groupe Demadi officiel et des prestations de Tangala Oumou et Neba Solo ont apporté un cachet particulier à la cérémonie. Vous aurez compris, donc c'est Way Solutions et non 8 Solutions. Journée de plaidoyer en faveur de soins humanisés durant l'accouchement à Ségou, un espace d'échange, d'appel pour une plus grande implication des communautés et des autres acteurs pour des soins de qualité en faveur de femmes enceintes. L'événement est couplé à la célébration de l'élimination de la fistule obstétricale, nous disent Amidou Diallo et Bassi Traoré. La prévention de la fistule obstétricale et la promotion des soins humanisés durant l'accouchement au Mali. À travers ce thème, les ONG Yamane Mali et SUS célèbrent la journée des plaidoyers en faveur des soins humanisés. Une journée couplée à la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Les femmes vivent l'accouchement dans la peur, la douleur et l'humiliation. Trop souvent encore, elles sont privées de leurs droits les plus élémentaires en salle d'accouchement. Cela n'est pas acceptable. Le respect et la dignité des femmes en maternité n'est pas un luxe. C'est une exigence, c'est un droit. Nous avons donc voulu, à travers cette journée, poser un acte fort. Non pas un plaidoyer de plus, mais un appel à l'action collective. Depuis plus de 20 ans, Yamane Mali et Yamane Suisse travaillent ensemble main dans la main avec passion et détermination. Notre mission est claire, garantir que chaque femme malienne puisse vivre l'un des moments les plus précieux de sa vie dans le respect et la sécurité. Des communications relatives aux droits universels des femmes enceintes et à la prévention de la fistule obstétricale ont été faites au cours de la journée. L'État malien, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, reste engagé dans la lutte contre cette pathologie évitable. Mais les efforts gouvernementaux ne sauraient suffire sans l'implication des collectivités, des communautés, des partenaires de soins et de nos partenaires au développement. La signature de la charte d'engagement et des sketchs sur les soins humanisés durant l'accouchement ont marqué aussi la célébration de la dite journée en 4e région. Fin des activités du projet Go Green, en français Emploi et Entrepreneuriat Vert par et pour les jeunes du Mali. Occasion pour les responsables de faire le bilan des activités menées au cours des 2 années d'exécution du projet. Un bilan jugé satisfaisant dans les zones de couverture, notamment les régions du Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Sorana Kamisoko, compte rendu. Go Green, Emploi et Partenariat Vert par et pour les jeunes du Mali, ainsi s'intitulait ce projet qui arrive à échéance. Il est exécuté dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et dans le district de Bamako. Go Green a touché des jeunes diplômés et non diplômés sur une période de 2 ans. Il a notamment porté sur la formation,
pour une meilleure connaissance de l'économie verte et la création d'emplois décents et inclusifs dans les secteurs porteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie et l'eau. Go Green, c'est l'histoire de jeunes déplacés, de jeunes diplômés sans emploi, de jeunes femmes entrepreneurs qui, malgré les défis, ont choisi d'agir pour bâtir un avenir professionnel qui respecte à la fois l'humain et la planète. Mis en œuvre par l'ONG SNV, le projet Go Green est financé par le Royaume des Pays-Bas. En étroite collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat national, l'emploi et la formation professionnelle, Go Green vise à élargir les perspectives économiques et sociales de la jeunesse malienne. Les résultats attendus tels que présentés par la chef de projet étaient assez ambitieux et je me réjouis de l'atteinte des durs résultats avec un accompagnement technique de mon département à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et de tous les autres partenaires. Comme on pouvait s'y attendre, le projet Emploi et Partenariat Vert par et pour les jeunes du Mali a comblé les attentes en ce sens qu'il a donné un coup d'accélérateur à l'économie dans les zones de couverture. En témoigne le bilan des activités. Nous soutenons nos femmes. Courage à vous. Unis, nous vaincrons. Ce journal est terminé. Bonsoir à tous.